D'Afrique centrale se sont donc réunis ce lundi à Yaoundé au Cameroun, un sommet consacré à la menace Boko Haram. L'objectif de cette nouvelle concertation était d'élaborer une stratégie régionale de lutte contre le groupe terroriste. Un reportage de notre correspondant Narcisse Doumbé et de notre envoyé spécial Serge Kofi. Comment élaborer une stratégie commune de lutte contre Boko Haram? C'est la question principale au cœur du sommet des chefs d'État des pays de la communauté économique des États d'Afrique centrale à Yaoundé ce lundi. Face au terrorisme instauré par la secte islamique Boko Haram dans la région, les pays membres de la communauté veulent en urgence répondre par une stratégie collective visant à mettre en place une force régionale. Un contingent de 7500 hommes avec un mandat précis et la mission de freiner la menace Boko Haram. Qu'il ne s'agit aucunement d'une croisade contre l'islam ou d'un épisode d'une quelconque guerre des civilisations. Il nous faut donc mettre un terme aux actions et agissements des mouvements terroristes. Il nous faut éradiquer Boko Haram. De la sorte, nous pourrons rassurer nos populations et mieux nous consacrer au seul combat qui vaille, la lutte contre la pauvreté et pour la dignité de l'homme africain. Le Cameroun et le Tchad, deux pays qui se trouvent sur la ligne de front contre Boko Haram, sont bien déterminés à mettre l'accent sur le nœud du problème, le financement de cette riposte militaire. Les deux chefs d'État militent pour la création des conditions de la stabilité durable des zones affectées. La guerre que nous impose Boko Haram aujourd'hui est une formidable opportunité de raffermir le lien de solidarité et d'intégration face aux menaces sécuritaires. Nous pouvons nous rendre à l'évidence qu'il est difficile pour nos États de faire face à ces menaces isolément. Je peux vous dire seulement que mon pays, le Tchad, est résolument inscrit dans cette logique panafricaniste. Notre intervention au Mali et dans d'autres théâtres d'opération en est l'illustration. Sur le terrain, Boko Haram continue de défier les forces armées mobilisées. Récemment, elle a perpétré des attaques dans le village tchadien de Goboua et à la gare routière de Damaturu au Nigeria. Le sommet de Yaoundé, qui regroupe les 6 chefs d'État, se veut décisif pour contrer le phénomène. Les résolutions de cette rencontre seront soumises au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Samuel, est-ce qu'on est en face d'un énième sommet sur Boko Haram ou est-ce que vraiment la stratégie commune est en train de se concrétiser? Je crois que la stratégie commune se précise. Elle se précise compte tenu de l'ampleur de la menace et l'ouverture de nouveaux fronts. Je pense que Boko Haram est parfaitement conscient du fait qu'une mobilisation régionale et une mise en mouvement des moyens nationaux contre son dispositif ne pourrait pas survivre pendant longtemps. Et donc du coup, la possibilité d'ouvrir de nouveaux fronts à l'intérieur même des pays permet aux États non seulement de consacrer toute l'énergie pour lutter efficacement contre le terrorisme à l'intérieur des pays, mais limite la capacité de ces derniers à se projeter à l'extérieur. Donc forcément Boko Haram est dans la stratégie et lie aussi les opportunités stratégiques qui s'offrent aux États de la région. Et compte tenu du fait que ces États communiquent beaucoup moins ou ont beaucoup moins communiqué pendant la dernière décennie, il est difficile aujourd'hui de prendre le train en marche. Mais ce sommet méritait d'avoir lieu et les décisions qui en découlent permettront justement de préciser l'objectif stratégique fixé il y a quelques semaines. Gemal, est-ce que les rivalités, est-ce que la méfiance entre États est en train de s'effacer? Je pense qu'il n'y a pas une grande méfiance par rapport à Boko Haram. Il y a un problème de mutualisation des moyens jusqu'ici. La riposte face à Boko Haram a déjà commencé depuis quelque temps. Le gouvernement du Cameroun fait un travail remarquable, clair et sans aucune ambiguïté. Le Tchad, depuis maintenant quelques semaines, fait exactement la même chose. Et désormais, le Niger. Le Niger, lui, qui a une difficulté évidemment majeure, parce qu'il est à la fois soumis à AQMI au nord et à Boko Haram au sud. Et donc, évidemment, sa position est beaucoup plus fragile. La solution, évidemment, elle est là. Elle est dans la mutualisation des moyens, la mutualisation des forces. Bien entendu que je déplore personnellement l'absence des Européens. Pourquoi j'ai dit l'absence des Européens? Ils n'ont pas forcément leur place, mais ils ont quand même une place parce que les moyens de surveillance aérienne, les moyens
technologiques nécessaires sont entre leurs mains. Et donc, pour qu'une opération soit efficace, je ne crois pas à une seule seconde qu'un Européen va mourir pour que Boko Haram soit anéanti dans la région. Mais je pense que le rôle des Européens est important de ce point de vue, les Européens ou les Américains, est important de ce point de vue-là dans une surveillance aérienne nécessaire. Mais on se dit les choses clairement. La solution pour Boko Haram, elle est d'abord au Nigeria. Elle est d'abord dans le nord du Nigeria. C'est-à-dire que si demain, nous nous contentons de faire la guerre à Boko Haram, et nous arrivons même à les vaincre, et on ne règle pas le problème général qui sous-tend, donc c'est la question du nord du Nigeria, on fera une opération provisoire, momentanée, qui reviendra quelque temps. C'est-à-dire que c'est une situation générale qu'il faut résoudre. Évidemment, là, on fait face à une menace immédiate, et puis demain, il va falloir régler le problème dans sa racine et de façon plus durable. Malik, alors justement, le président nigérian Goodluck Jonathan a parlé de la possibilité de demander l'aide des États-Unis dans cette lutte contre Boko Haram. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est un soutien qui va concurrencer celui des pays de la sous-région? Ou est-ce que c'est complémentaire? On observe déjà que le Nigeria a quand même sorti de son silence parce qu'il est resté quand même il a un peu empêché cette collaboration, cette coopération entre les États. Le pays n'était pas très enclin à jeter les bases d'une coopération. C'est le Cameroun qui a quand même brisé un tabou dans ce domaine-là. La coopération américaine, je ne suis pas favorable parce que, comme l'a dit Gemal, je ne sais pas si on est d'accord sur ce sujet, mais je pense que les Européens peuvent apporter une aide technologique sur ce sujet. Et j'ai peur que l'interventionnisme américain provoque un nouveau brasier dans cette région. Après, c'est des considérations personnelles. Mais effectivement, je pense qu'il est préférable que cette solution se règle entre les pays africains, parce que le terrorisme est un phénomène transnational et que la coopération doit se faire avec les États et non pas chacun de son côté, chaque État de son côté ayant peur des principes de souveraineté. Samuel Malik l'a dit, au départ, le Nigeria était assez réticent à ce genre d'entrée sur son territoire pour combattre Boko Haram. Comment est-ce qu'on passe du discours on est capable d'éradiquer seul Boko Haram en 6 semaines à on demande l'aide de partenaires sous-régionaux, voire étrangers? Oui, on demande généralement de l'aide quand le dispositif de sécurité nationale s'avère incapable de faire face à une menace. Aucun État jaloux de sa souveraineté ne peut faire appel à une aide internationale sécuritaire ou économique s'il en détient les moyens de façon individuelle. Donc le Nigeria ne pouvait pas rester pendant longtemps dans cette position. Il fallait absolument s'ouvrir à la sous-région, il fallait s'ouvrir au monde parce qu'il en va aussi pour ses intérêts économiques. Si l'insécurité reste sans cesse grandissante au Nigeria, les conséquences économiques seront dramatiques. Et les prévisions économiques sur le pays sont extrêmement prudentes compte tenu justement de cette insécurité dans la partie septentrionale du pays. Donc le Nigeria ne décide pas de rentrer effectivement, ou quand il a décidé de donner le droit de poursuite au Tchad, il ne l'a pas fait de sa propre volonté. Il l'a fait parce qu'il y avait des contraintes, il y a des pressions internationales. Le Nigeria, le pouvoir central nigérian, a été viscéralement critiqué par la communauté internationale, par la presse nationale, compte tenu de son incapacité à faire face à cette menace. Pourquoi être incapable de faire face à la menace et ne pas faire appel à l'aide internationale? Je trouve ça paradoxal et aujourd'hui, le Nigeria est tombé dans son propre piège. Oui, Malik. Oui, peut-être un financement, je ne suis pas sûr que l'aide militaire américaine serait une bonne chose. Mais par contre, je pense que ces mouvements-là ont des temps d'avance sur les États. Excusez-moi l'expression, ils se fichent des frontières, ces mouvements-là. Donc, il était inévitable que les pays africains prennent conscience de ce problème. Et je pense qu'il est préférable que ce problème-là soit réglé entre les pays africains. Un dernier mot, Gemal, rapidement. L'aide américaine est logistique, c'est une aide de renseignement, c'est une aide aérienne. Elle est évidemment indispensable, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais il y a une deuxième solution. N'oubliez pas que le Nigeria vit actuellement une situation politique compliquée. C'est-à-dire qu'il est dans une instabilité réelle à cause d'événements multiples, mais à cause de l'élection présidentielle qui est en train de se faire. Mais aussi, il ne faut pas oublier que le Nigeria est un État fédéral. C'est-à-dire que le rôle du pouvoir central, quoi qu'il en soit, reste toujours limité par rapport aux États fédérés. Merci, messieurs. Dans l'actualité également, l'Égypte a bombardé ce lundi matin des positions de l'État islamique.